t'ai manqué, hein, mon petit cheveu à la crème. On le pensait assagi, il revient avec l'un de ses plus gros craquages. Nick Kyrgios est un sale gosse. Accrochez-vous à votre slip, on va sortir la sulfateuse. Retour également dans cette vidéo sur la performance cosmique d'Alcaraz et sur la détresse de Svitolina. C'est le programme christique de votre premier digest de Miami. Le vrai, hein, pas la version Wish. Et on attaque juste après ça. Et on attaque le côté réseau avec... Pas du tout, qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout cette information que je voulais vous présenter. Nick Kyrgios, bien sûr, on va parler du drama de Nick Kyrgios à Miami la nuit dernière face à Yannick Sinner. Il y a énormément de choses à dire, donc on va prendre le temps. On va commencer par les mots de Nick Kyrgios. Il y a 2 jours, simplement 2 jours, tenez-vous bien, il disait en jaune: dans tous les aspects de ma vie, ça va mieux. J'ai dû gérer beaucoup de trucs compliqués ces 2 dernières années, et désormais, je suis en paix, voilà, christique. Je ne m'inquiète plus de rien et je ne suis pas stressé. En vert, il poursuit, et 2 heures par jour, je profite bien du tennis sur le court. Je pense que le fait d'être en paix et heureux m'aide à jouer mon meilleur tennis. J'ai juste le bon état d'esprit. Alors on avait loué la résurgence de Nick Kyrgios ces derniers jours avec ce qu'il avait produit à Indian Wells, le côté aussi très fit. On a vu qu'il a fait une grosse préparation physique, et il a l'air d'aller bien aussi au niveau mental avec sa relation amoureuse qui est au sommet de son art, mais malheureusement on a eu un nouveau craquage, et à commencer par ce qui s'est passé avec Carlos Bernardes. Alors ok, Carlos Bernardes, je le répète sur cette chaîne, est une trompette, ça on a bien compris, c'est pas un bon arbitre, il a jamais overroulé de sa vie. En fait ses lunettes, c'est les lunettes de Gilbert Montagnier, parce que le mec est en fait aveugle. Et donc pour résumer, si vous avez raté ce qui s'est passé hier, on a d'abord eu un premier avertissement pour Nick Kyrgios après qu'il se soit plaint que le public parle pendant les échanges. Il a dit un petit F-word à Carlos Bernardes, donc il a pris un avertissement. Ensuite il a pris un point de pénalité dans le tie-break. Il explique ici, j'ai juste dit à mon équipe que Matthew Reed, un ancien joueur, aurait pu faire aussi bien sur la chaise. Si ça vaut un point de pénalité à 5-3 dans un jeu décisif en 8ème de finale d'un Masters 1000, chacun en décidera. Moi je pense que c'est ridicule, mais c'est pas vraiment pour ça qu'il a pris de point de pénalité. C'est parce que pendant 30 minutes, donc à partir du moment où il a commencé à dire « Ah ouais, la surface sur le grand stand c'est lent par rapport au central, etc. » Mais ça c'est sur tous les tournois du monde en fait, il n'y a pas besoin de s'exciter là-dessus et d'en parler pendant des heures et des heures et de sortir de son match par rapport à ça. En fait Nick Kyrgios c'est du gruyère, il y a des trous partout au niveau mental, il a aucune compacité par rapport à ça, il va tilter à tout moment, n'importe comment, il va choisir un prétexte bidon et puis il va s'engouffrer dedans, il va justifier sa défaite par rapport à ça. Et puis on a vu aussi l'affaire des talkie-walkie à 4 partout. Carlos Bernardes, je pense qu'il n'était pas sur le bon canal, du coup ça s'est envenimé comme pas possible avec Nick Kyrgios forcément qui a utilisé ça pour charger et pour bully en fait, on peut le dire, il a bully Carlos Bernardes. Et donc il le dit en bleu ciel, un arbitre n'a pas à devenir le centre de l'attention en étant hué par tout le public, ce n'est pas son job, personne n'a acheté un billet pour le voir parler, la majorité des gens sont là pour me voir jouer sans me vanter, et à 40 ans, il ne fait que parler, tout est électronique, il n'a rien à faire d'autre que d'annoncer le score, et il ne parvient même pas à se contenter de ça. On peut peut-être abonder un tout petit peu dans le sens de Nick Kyrgios, mais la manière, c'est ça en fait qui pose problème, c'est la manière, c'est bully le gars pendant 20-30 minutes, ne pas arrêter de parler encore et encore, et l'insulter, mais à un moment donné, oui, c'est un humain, l'arbitre de chaise, donc il va péter un câble, il va te sanctionner. Ensuite, on a Nick Kyrgios qui dit, et ça c'est priceless, Denis Shapovalov n'a reçu que 5 000 $ pour avoir envoyé la balle dans l'œil de l'arbitre, moi je prends 25 000 $ pour jeter ma raquette sans toucher personne, ce n'est pas juste, j'apporte à ce sport, le public est venu en masse, mais on ne protège pas les stars, on les exclut, je suis habitué. Donc Nick Kyrgios pense sincèrement que l'ATP ne défend pas les joueurs. Est-ce qu'il a vu ce qui s'est passé sur le circuit ATP ces dernières semaines? Alexander Zverev, Brooksby, Kyrgios également, ce qui s'est passé à Indian Wells avec le jet de raquette qui aurait pu carrément blesser un ramasseur de balles, l'ATP ne fait que protéger ses stars. On a un déséquilibre qui est évident en faveur des stars de ce circuit, et au détriment des joueurs qui sont classés au-delà de la 100e place mondiale, mais également au détriment des personnes qui font vivre le tennis et les arbitres notamment. Je trouve que clairement il y a un décalage, et Nick Kyrgios il s'invente encore une vie, il s'invente des dramas, il se trouve des justifications pour sa performance, on va le dire, cataclysmique, bidon hier contre Yannick Sinner. C'était pas mal au début, ensuite il a complètement tilt, et puis ensuite il a enchaîné sur Twitter, vous pourriez faire le travail de l'arbitre, ce qui a été dit à mon meilleur ami m'a valu un code violation, etc. Il dit, obtenez de nouvelles personnes, donc il faut avoir de nouveaux arbitres, etc. Il veut lui tout révolutionner. Est-ce qu'il n'est pas un peu dans une narrative à se dire, voilà, j'ai Netflix qui me suit, je vais créer des dramas, je vais créer des histoires, etc. Il est complètement dans un monde parallèle, Nick Kyrgios. Il enchaîne également ici, n'allez pas tordre les choses dans le sens qui vous intéresse. J'ai un respect fou pour Yannick Sinner, c'est l'un de mes joueurs préférés et il était juste trop bon. Je vise particulièrement un arbitre qui lui n'était clairement pas assez bon pour faire ses matchs. Rien d'autre qu'une petite tape sur les doigts pour lui, n'est-ce pas? Quelle blague! Mais c'est plutôt toi en fait, Nick, qui va juste recevoir une tape sur les doigts, qui va prendre quelques dizaines de milliers de dollars d'amende, chose qui va pas forcément te traumatiser. Et en fait, ce qui se passe de plus en plus, je trouve, c'est que y a une impunité de la part des joueurs. Et ce qui s'est passé, je veux pas non plus tout cibler sur un joueur en particulier, bien sûr, mais rappelez-vous, Daniel Medvedev à l'Open d'Australie, quand il hurle sur l'arbitre, au final, il s'est pas passé grand-chose. Et ça, les joueurs le voient, ils le constatent. Et il va y avoir une espèce de mimétisme ensuite. Ils vont se dire, bah tiens, Daniel peut faire ça, bah moi aussi je vais le faire. Et vous avez vu un Nick Kyrgios à la fin du tie-break du premier set, il va hurler sur Carlos Bernardes comme du poisson pourri. Et à un moment donné, le relationnel entre
entre les arbitres et les joueurs, s'il est aussi vérolé que ça, bah c'est en partie à cause de l'ATP, je trouve, parce qu'il n'y a pas des décisions assez fortes qui ont été prises. Et puis un dernier mot également sur Nick Kyrgios, je trouve que il y a un paradoxe, il y a un décalage entre les mots, les propos sur Instagram, je suis une légende, ma rivalité iconique avec Rafael Nadal, ma préparation, ils aiment parler de moi, etc. Avec les beaux mots, un peu à la Benoît Paire en fait, à se dire ouais, je me suis super bien préparé, la saison 2022 je vais bien me comporter, et puis en fait quelques semaines après, même pas, 2 jours après, le mec craque complètement. Et pour moi, hein, ces gars, ils ont des comportements qui sont extrêmement proches des alcooliques, c'est-à-dire que t'as le gars qui te dit non mais plus jamais je toucherai une goutte d'alcool, c'est fini, promis, j'arrête, j'en peux plus, je vais bien me comporter hein, sur les prochaines semaines, et puis tu le retrouves à 10h du matin un dimanche en train de boire une suze avec Robert. Donc à un moment donné, voilà, il faut être cohérent entre ses paroles et ses actes. Et Nick Kyrgios, son grand problème, c'est qu'il manque de cohérence, et en plus, il veut être un donneur de leçons universel. Bah non, ça fonctionne pas. Basculons dans cette deuxième info du côté réseau, avant de parler de Carlos Alcaraz contre Tsitsipas, match complètement dingue. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Je ne suis pas qu'un cœur de pierre, je suis également un homme sensible, et j'ai envie de parler un petit peu de la situation des joueuses sur le circuit WTA, mais pas que, hein, on a aussi des hommes qui sont confrontés à cette problématique. C'est la détresse qu'on voit de la part de certaines joueuses, la santé mentale qui est extrêmement discutée. C'est un véritable sujet hein, ces derniers mois, je trouve, dans le tennis. Moi, ça me fait plaisir parce que je trouve que c'est trop occulté d'une manière générale. On parle des blessures physiques parce qu'elles sont visibles, mais les blessures mentales sont aussi super importantes. On a ce beau témoignage relayé par l'excellentissime, le sublimissime Quentin Monet. Hein. J'ai commencé à faire une crise de panique, nous dit Lesia Turenko. Mon corps s'est mis à trembler pendant 20 minutes. J'étais comme paralysé, assise à côté du court, incapable de rentrer au vestiaire, incapable de respirer. Je vous invite à lire ce témoignage sur l'équipe.fr. Et on a cette situation, alors qui est amplifiée bien sûr par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais on a également, je trouve, un pattern global hein, depuis quelques mois, et c'est ce que je disais d'ailleurs sur Twitter il y a quelques jours. La leçon de ce début de saison, la fraîcheur mentale est devenue, petite faute d'orthographe sur devenu, il y a un E, le facteur le plus important en tennis. Il suffit de regarder Nadal, hein, vous l'avez vu, il est revenu début 2022, il était frais mentalement, heureux d'être là, avec une envie de souffrir sur le court, et ça, certains joueurs, on l'a bien senti, hein, dès qu'il y a la moindre difficulté, bah, ils vont complètement péter parce que mentalement, ils sont surchargés. Et il y a aussi, je pense aussi quelque chose par rapport au Covid, c'est-à-dire que là, enfin, on désactive un petit peu les contraintes par rapport au Covid, et c'est paradoxalement à ce moment-là que les gens vont commencer à péter des câbles. Les joueurs devraient passer autant de temps, je disais, à bosser ce secteur que leur technique à l'entraînement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on enchaîne. C'est la première rencontre qui va nous intéresser dans ce coin tactique, c'est le Medvedev-Brooksby. Je vous ai bien feinté mes petits noobs, on parlera de Tsitsipas Alcaraz juste après. On va commencer ici par la qualité de relance de Medvedev et surtout le plaisir retrouvé dans le combat, dans la souffrance. On l'a vu bien s'exprimer hein, et regarder également Gilles Servara et se dire je suis là, je suis totalement compact. On a Brooksby qui sert à 5-4 pour le gain de la première manche et ensuite Medvedev a réussi à complètement retourner la situation. Le premier élément d'importance c'est ça, c'est-à-dire la qualité de relance. Il a retourné 89% des services adverses là où Brooksby est simplement à 66%. Et donc l'idée c'est ça chez Daniil, hein. Donc ça c'est issu de son match précédent, mais globalement c'est ce qu'il fait pendant toutes ses rencontres, c'est-à-dire sur les services adverses il est à entre 4 et 5 mètres de la ligne de fond sur le retour, et ensuite juste après sur le deuxième coup de raquette il avance de 4 mètres et il se retrouve dans cette position pour son deuxième coup de raquette qui lui permet de contrôler la baseline avec efficacité. Et puis aussi hein, cette position si loin, bah, c'est pas forcément un danger quand le mec en face n'est pas capable de faire des services volés ou des one-two amortis, les choses que Brooksby a quand même très rarement fait sur cette rencontre. Donc on a retrouvé, je trouve, un Daniil très bon, très efficace sur ce tournoi de Miami. C'est un tournoi super important pour lui hein, parce qu'on l'avait quitté à Indian Wells, défaite un peu difficile hein, contre Gaël Monfils avec un dernier set complètement dégueulasse, également à Acapulco hein, la demi-finale contre Nadal où il était passé complètement à côté, et ici on a retrouvé ce goût du combat, cette compacité, et Brooksby lui à contrario qui a pas forcément de coup fort dans son jeu, c'est surtout un joueur qui essaie de n'avoir aucun coup faible. Ici on va voir ce slice à la Florian Mayer qui va atteindre le câble, donc on est à 9 coups gagnants simplement pour 20 fautes directes pour Brooksby. Donc on a vu un Daniil qui lui est bien rentré dans le cerveau, et puis surtout pour le russe, la qualité de service qui a été prédominante, 85% derrière sa première, 8 aces, et puis bah, cette faculté à conserver son énergie pour les jeux de retour, à remporter ses jeux de service très facilement, donc en 45 secondes, 50 secondes, 1 minute, et puis derrière bah, tu renvoies la balle à ton adversaire et tu lui dis bah, je vais me battre comme un mort de faim sur toi tes jeux de service, et ça fait que l'équation elle est quand même très difficilement soluble par les adversaires. Et on enchaîne dans ce coin tactique avec la rencontre choc de la nuit dernière entre Carlos Alcaraz et Stefanos Tsitsipas. On s'est régalé, une très belle opposition de style, un superbe match-up qui fait suite au match iconique, sublimissime qu'on avait vécu à l'US Open l'année dernière, et on a vu dans un premier temps Tsitsipas vraiment hargneux, combatif, offensif,
conquérant qui monte à la charge ici, donc il va produire une accélération létale dans cette position. Je l'ai trouvé très bon. Au retour également de service sur le revers, on l'a vu tenter bien des retours bloqués avec un léger accompagnement. C'était clairement la meilleure version de Steph sur ce début de partie. Je l'ai trouvé vraiment super entreprenant. Donc là vous voyez ce retour de revers qui a été excellent. Il va se détacher, il va mener 5-2. On a eu un jeu très compliqué à 4-2 où Alcaraz aurait pu débreaker et ensuite la partie va complètement tourner. Parce que malgré ce très bon début de match avec beaucoup de variété et d'allant offensif, on a trouvé ensuite un Carlos Alcaraz qui a appuyé sur les faiblesses structurelles de Stefanos Tsitsipas. D'abord en deuxième balle, vous le voyez, Alcaraz il est à l'intérieur du court et il va surtout charger au maximum le côté revers de Stefanos, essayer de le faire jouer un maximum de revers. On le sait, Steph il est plutôt à l'aise dans les revers croisés au maximum. À les longues lignes avec un revers à une main c'est extrêmement difficile, même si les Dominic Thiem et les Stan Wawrinka sont capables de le produire, en tout cas étaient capables de le produire, et donc Steph en fait il vit et il meurt dans cette zone. C'est ça le problème pour lui, c'est-à-dire qu'il va se décaler au maximum pour avoir des coups droits à jouer dans cette position, là où il est redoutable, il peut toucher toutes les zones ici en décroisé ou alors en longue ligne, envoyer une patate et ensuite se replacer vers le centre. Et donc ce que Alcaraz a fait d'une manière remarquable, c'est qu'il a poussé, insisté dans cette diagonale pour ensuite se jeter long de ligne et forcer en fait l'ouverture. Donc on a vu un Steph à 28% derrière sa deuxième balle sur cette rencontre, ce qui est trop faible pour pouvoir s'imposer. Et puis on a vu également les qualités physiques, athlétiques de Carlos Alcaraz qui sont nadaliennes. Il était dans cette position une seconde avant, il va faire une course monumentale sur sa gauche et surtout déposer un sublime lob juste sur la ligne, un lob de défense absolument incroyable. Et là j'ai des frissons rien que de vous en parler. Ce qui s'est passé entre la fin du premier et le début du deuxième pour Carlos Alcaraz, il y a eu 30 minutes de lévitation absolue. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le numéro 5 mondial par les deux oreilles et lui a dit « T'es une trompette en fait, je fais de toi mon pantin. Ici dans cette position, il peut envoyer une bombe ici, il peut s'engager plein fer également, il aurait fait le coup gagnant, mais non, il va jouer sur cette variété, cette petite amortie déposée. » Et c'est ça aussi le problème avec Alcaraz, et ça on en avait déjà parlé lors du tournoi d'Indian Wells, c'est qu'il représente plusieurs menaces sur des positions qui sont quand même préférentielles au tennis, c'est-à-dire ici en décalage coup droit, ce qui fait que pour l'adversaire, t'as des problèmes insolubles à résoudre. Et puis on a aussi cette lecture, ce suivi, cette construction des points à très haute intensité. Ici on accélère, il était ici dans cette position préalable, on fait la course, on fait le coup droit, on accélère, on monte au filet, on dépose la volée. Il a une volée qui est quand même pas dégueulasse pour ses simplement 18 ans, et je trouve que Carlos Alcaraz déjà en termes de package physique, maturité tennistique, QI, shot selection, exécution des coups, c'est complètement lunaire. Je pense que c'est un des joueurs qui va dominer le circuit sur les années à venir. Il est déjà extrêmement fort, il est déjà en fait top 5 au niveau du tennis qu'il produit. C'est complètement sensationnel. Si vous avez l'occasion de le voir ces prochaines semaines, n'hésitez pas, foncez, parce que Carlos Alcaraz c'est un petit bonbon. La reco du jour en express parce qu'on a complètement pété les compteurs aujourd'hui. Donc on a le Sinner Cerundolo, petite surprise de voir Cerundolo en quart de finale, ce sera à 21h, et surtout le match dont on va sûrement parler demain, ce sera le Casper Ruud face à Alexander Zverev. Est-ce que Zverev va pouvoir tenir tout un tournoi sans agresser un officiel? On se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et merci de me permettre de continuer à faire ça. On s'amuse bien, non?